Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 0826 300 300 pour intervenir. Vous êtes là, de plus en plus nombreux. J'en suis très heureux. C'est ici que ça se passe. Et vous allez entendre des témoignages formidables ce matin. Je sais que vous allez réagir parce que je vois déjà les appels au standard. Vous allez réagir sur tous les sujets que nous allons évoquer. Mais ne ratez pas, dans un instant, le témoignage de Paulette à propos de la réforme des retraites. Vous allez comprendre. Paulette a 86 ans. Elle est coiffeuse pour hommes. 72 ans de travail. La retraite, mais j'en veux pas, dit-elle. Pas question de partir à la retraite. Le jour où je partirai à la retraite, c'est que je serai morte, nous dira Paulette, qui sera avec nous dans un instant. Vous allez voir, ce témoignage est absolument formidable. De quoi allons-nous parler? Évidemment, de la réforme des retraites. Emmanuel Macron appelle les syndicats à ne pas bloquer le pays. Doivent-ils bloquer le pays pour se faire entendre? Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Le Parlement doit se prononcer sur la réforme avant le 26 mars. Entre 11h et midi, je parlerai des profits records en 2022 pour Total, mais aussi pour LVMH, pour Vinci, pour la BNP. Sommes-nous fiers de ces entreprises françaises? Faut-il les surtaxer? Débat entre 11h et 12h sur l'antenne de Sud Radio. Marie Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, répète qu'elle veut une France sans milliardaires et les qualifie de vampires. Le monde court à sa perte, dit-elle. Elle veut refonder son parti. Elle a lancé hier les États généraux de l'écologie politique qui ne s'impose pas. Pourquoi? Eh bien, à 12h05, nous serons avec François Gemène, qui est spécialiste des questions migratoires et environnementales, auteur de L'écologie n'est pas un consensus chez Fayard. Tout à l'heure, entre midi 5 et midi et demi, et vous réagirez. Dans quel monde vit-on? Sur un ballon, la tête d'un ministre et la tête d'Emmanuel Macron écrasée sous la botte d'un député de la République. Cette image sur les réseaux sociaux, cette photo a fait beaucoup réagir. Est-ce un appel à la violence? Il avait en bandoulière son écharpe tricolore. Ce député insoumis s'appelle Thomas Porte. Félix Mathieu. Oui, la scène se déroule lors d'un rassemblement hier devant le ministère du Travail aux côtés des inspecteurs du travail. Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis, pose tout sourire avec son écharpe tricolore, le pied sur cet étrange ballon. Oui, un ballon sur lequel se trouve une photo de la tête du ministre du Travail, mais aussi celle du chef de l'État. C'est le député lui-même, Thomas Porte, qui a partagé la photo sur les réseaux sociaux. Image accompagnée de ce message: Monsieur le ministre Olivier Dussopt, retirez votre réforme des retraites. La publication provoque forcément un concert de réactions indignées. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, s'est voulu solennel à ce sujet dans l'hémicycle. Se faire photographier et poser fièrement, ceint de son écharpe tricolore de député, le pied posé sur un ballon à l'effigie macabre du président de la République et d'Olivier Dussopt, ça n'est pas de la démocratie, c'est de l'ignominie. C'est de l'ignominie. Des réactions indignées dans la majorité présidentielle, mais pas seulement. Même à gauche, le socialiste Guillaume Garot a tweeté, je cite, « Stop à toute violence, même symbolique, d'où qu'elle vienne, contre qui que ce soit ». Au contraire, le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon dénonce lui une polémique ridicule et grotesque. Polémique ridicule et grotesque, dites-nous, 0826 300 300. Laurent et David ont souhaité réagir. Laurent est à Bergerac, en Dordogne. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous, Laurent. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est quand même un acte donc non républicain. Enfin, je veux dire, faire ce geste-là, ça prouve que la personne aujourd'hui n'est pas apte d'être donc députée et défendre donc ses couleurs de son parti. Enfin, à un moment donné, on doit aussi respecter nos dirigeants, même si forcément cette fameuse réforme des retraites, elle crée un débat, ce qui est tout à fait logique. Mais on doit, je pense, respecter. Et c'est pas comme ça qu'on va créer un dialogue. Hein. Là, cet acte-là, je le trouve un acte donc non républicain. Et pour moi, cette personne aujourd'hui n'a pas lieu d'être députée. Elle ne représente pas certains Français de son parti.
David est à Toulouse. Restez avec nous, Laurent. David est à Toulouse. Bonjour, David. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à Laurent et bonjour à tous les auditeurs. Que dites-vous, David? Moi, je trouve que c'est totalement inadmissible. Ce député devrait on devrait le révoquer et on devrait le poursuivre pour incitation à la violence et voire même incitation au meurtre. On peut être opposé à la réforme et je suis opposé à la réforme. Moi, je suis pour qu'il y ait un débat, un référendum, donc on peut être opposé, mais là, c'est un appel au meurtre. Mais bon, rien d'étonnant venant de LFI. Ce sont les mêmes qui n'ont pas levé le petit doigt lorsque Samuel Paty a été décapité, donc ça m'étonne pas qu'ils jouent avec des têtes, même en photo d'un ministre ou d'un président, et c'est totalement inadmissible. Laurent? Donc par rapport à David, moi je suis pour cette réforme. Donc voilà, je suis pour cette réforme parce que aujourd'hui on doit passer par cette réforme, même si elle fait donc pas l'unanimité donc dans la rue, ce que l'on peut comprendre, parce que chaque personne a des besoins qui sont totalement différents. Il y a des métiers avec donc de la pénibilité, il y a beaucoup de choses. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui qu'on mette une réforme en place, que ce soit la réforme sur la retraite ou une autre réforme, elle ne peut pas plaire à tout le monde. On est bien d'accord. On a tous donc des besoins sur les retraites qui sont totalement différents. Mais on doit à un moment donné conserver donc ce mode de retraite, et pour le conserver, on peut que passer par l'allongement donc au travail. Certes, il y a des travails, il y a des métiers qui sont très pénibles. On peut l'entendre, mais aujourd'hui, les entreprises font quand même des efforts pour faciliter le travail sur des chaînes de production, sur des Laurent, on va dire. David, vous n'êtes pas d'accord avec Laurent? Oui, non, mais en fait, là, je suis d'accord avec lui, c'est qu'il faut qu'il y ait du débat, et c'est pour ça que je défends l'appel au référendum, l'appel au peuple pour qu'il y ait un référendum sur la question. Mais pour en revenir à ce député, c'est ça le cœur du sujet. Voilà, encore une fois, on a une page de la politique, c'est comme Louis Boyard qui appelle les étudiants à la révolte. Alors on peut appeler à la révolte, mais il faut derrière assumer ses actes. Et moi, je pense que ce député, Monsieur Porte, devrait être révoqué et devrait être poursuivi pour incitation à la violence, voire plus. Bien, merci à tous les deux, Laurent et David. Je ne vous garde pas plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de réactions, énormément d'appels ce matin, et parce que j'ai envie de vous conduire, de vous emmener avec moi à Sommières. Sommières, c'est une petite ville du Gard, à peu près 5000 habitants, et à Sommières travaille Paulette Barbus. Paulette, bonjour. Bonjour, je vous écoute. Ça me fait plaisir. Je peux vous appeler Paulette? Écoutez, tout Sommières m'appelle Paulette. C'est pas mon nom de dame. C'est pas votre nom de dame? C'est Madame Barbus, mais c'est Paulette, le nom que tout le monde me donne. Voilà, c'est le nom que tout le monde vous donne à Sommières. Alors vous savez que je suis gardois, hein, Paulette. Déjà, on va s'entendre alors. Je sais qu'on va s'entendre, mais je sais bien, je connais bien Sommières. J'imagine que de temps à autre, vous allez boire un petit kir sur les bords du Vidourle. Eh bien, c'est pas tout à fait ça. Le samedi soir, avec ma soeur, comme la semaine se termine, nous buvons un petit kir, mais à ma maison, c'est une maison qui est au bord du Vidourle, et nous prenons notre petit kir tous les samedis soirs à 6h. Tous les samedis soirs à 6h, le petit kir de Paulette. Je précise, Paulette, que vous avez 86 ans. Oui, 87 même, je vais avoir. 87 ans. Le 19 juillet, j'aurai 87 ans. Et vous travaillez depuis l'âge de 14 ans. Voilà. Et 14 ans, donc ça fait, si je sais un peu compter, ça va faire 73 ans que je suis dans ce magasin. Et ça va vous étonner ce que je vais vous dire. 73 ans que de travail. On n'a jamais fermé le magasin. Le salon de coiffure, lui, est ouvert du 1er janvier au 31 décembre. On n'a fermé que, merci mon Dieu, quand il y a eu la pandémie, ou sinon on n'aurait jamais fermé le magasin. Hein? Et je suis toute la journée là au magasin. Moi, il n'est pas question que je m'arrête de travailler. Moi, je suis bien. C'est un métier que j'aimais par passion. Et je l'aimerais jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce que je ferme les yeux dans mon magasin. Ça, alors là, ça, je l'ai senti, hein, Paulette. je l'ai senti. Ne me parlez pas de retraite à moi, hein, zéro. Moi, je suis toujours pour le travail. Le travail, il n'y a que... On se sort de tout quand on travaille. Voilà. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. On se sort de tout quand on travaille, Paulette. Paulette, vous aimez travailler. Hein, dans votre salon de coiffure, pour hommes, je précise. Hein. Oui, parce que je préfère les hommes, ils sont moins emmerdants que les femmes. Hein.
Ah bon? Ah bon? Et Parce qu'on a pourquoi? les Et deux. pourquoi ils sont moins emmerdants que les femmes? Parce que les hommes, vous êtes super, ils ont confiance en moi. Depuis tant d'années que je coiffe. Ils savent quand je fais une coupe, je la fais bien. Hein? Quand mon client sort, je regarde partir mon client et je suis fier de la coiffure que je viens de Ben, lui évidemment. faire. Hein? Et- Tandis que les femmes, si vous avez une femme, vous devez le savoir. Ben on oui. n'est jamais content de ce qu'on fait. Hein? Elles vont toujours chercher, comme on dit, un poil sur un œuf. Hein? Alors Oui. moi j'ai préféré, puisque mon père avait le salon hommes et femmes, j'ai préféré travailler pour hommes. Je n'ai jamais eu d'embêtement avec mes coiffures pour hommes. Oui, oui. Voilà pourquoi mais- je reste là. Alors, vous êtes fille de coiffeur, donc vous connaissez la musique, si je puis dire. Hein. Oui. Vous connaissez le boulot. Vous êtes fille de coifffeur. J'imagine des conversations dans votre salon. On vient aussi pour parler dans votre salon. Mais il y a un monsieur qui vient juste de partir. Il y a une heure qui s'était assis là. Il m'a blagué de la pluie, du beau temps. J'écoute pas. Bon, mais suivant ce que c'est. Hein? Et voilà, mais les journées passent. Mais jamais, monsieur, je languis dans ce magasin. Oui. Parce que j'ai toujours quelqu'un qui vient me dire bonjour à Paulette. Hein? Comme j'ai la... je parle facilement, vous devez vous en rendre compte. Hein? Ah oui. Alors, donc les gens viennent là, ils viennent pour passer un moment, on vient lire le journal. Parce que les mois d'été, d'hiver, quand même, c'est plus calme les magasins. Hein? Oui, Et bah. moi, je suis toujours là. Ben évidemment que vous êtes toujours là. Heureusement que vous êtes toujours là. Et dites-moi, ni portable ni ordinateur. Ça va pas, non. Qu'est-ce que je serais pas mal servi. Des smartphones, tout ça, mais moi, je n'en ai pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne, ça. Non, moi, je reste comme ça. On a un vieux téléphone qui date de Mathusalem, hein. Et voilà, moi j'en ai assez, c'est les clients qui m'appellent, c'est pas moi-même qui appelle. Hein. Bon, ça suffit, ils appellent pour savoir... Il n'y a pas de rendez-vous chez vous. Ben non, chez moi, le client il vient quand il veut. Moi, mon père m'a toujours dit ça. Et le client le reçoit quand il a envie de venir, on le prend. S'il était là et qu'il voit que les jeunes coiffeurs ils travaillent que sur rendez-vous. Mais mon père ne supporterait pas ça. Il dirait, ma viens, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas du travail. Oui. Dites-moi un peu, les coupes chez vous, si j'arrive et si je me fais faire une coupe mulet, ça donne quoi? Qu'est-ce que c'est cette coiffure? Moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est ce nom à la gomme? C'est nouveau, Moi, si paraît-il. vous venez- Paraît que c'est à la mode. Moi, je sais pas, Paulette. Moi, je m'en ferai. Moi, c'est pas pour moi, hein, mais. Chez Paulette, vous rentrez, bon, vous avez l'accueil tout de suite. Eh bien, s'il n'y a personne, je vous prends. S'il y a quelqu'un, vous dites, monsieur, dans 5 minutes, je vous prends. Je termine le client et je vous prends. Et voilà, ça se passe comme ça toute la journée chez moi. Et pas de crâne rasé non plus, je crois. Hein. Ah, crâne rasé, moi, j'aime pas ça. Vous savez, moi, j'ai débuté avec mon père et les coiffures avant. On disait, un coiffeur, c'est celui qui travaille avec un peigne et des ciseaux. Cette coiffure, des Oui. têtes rasées, c'était pas... Non, moi, quand j'ai commencé, il y a 73 ans en arrière, vous avez bien entendu, hein 73 ans en arrière. 73 ans. Et pas de vous savez- vacances, hein, Paulette? Mais jamais, je vous dis, la pandémie qui nous a fait fermer le magasin. Et moi, je pleurais parce que je ne voulais pas le fermer. Oui. Non, moi, je disais, mais je ne vais pas m'arrêter de travailler. Si je m'arrête, je meurs. Ben, évidemment. Et, moi- évidemment. Ben, vous Voilà. êtes bien loin. Et que dites-vous à toutes celles et ceux qui vous parlent de la retraite. réforme des retraites et tout ça? Mais moi, je lui dis, monsieur, chacun choisit sa vie sur beaucoup de choses. Oui. Celui qui veut s'arrêter à 50, il s'arrête à 50. Et la Paulette qui ne veut pas s'arrêter, qui va avoir 87 ans, personne ne m'oblige à rester au magasin. Vous pensez très évidemment. bien, monsieur, comment c'est les générations. Nous avons beaucoup travaillé et beaucoup économisé. Je peux m'arrêter. Mais moi, je ne peux pas m'arrêter de couper des cheveux. Il faut que je vienne dans mon magasin. Vous allez quand même un peu au bord de la mer, non? Ça va pas, non? Au bord de la mer. Ah bon, d'accord. Bon. Moi, À je le vis Montpellier, alors vous allez à Montpellier, c'est pas loin. Je ne connais pas Montpellier. Non. Dites, j'ai rien perdu, moi, à Montpellier. Hein. Oui. Moi, Bon. c'est Sommières. Moi, mon Sommières, c'est ma vie. Hein. Ouais. Voilà, Ouais. mes enfants habitent Sommières. Hein. Ma soeur habite à côté de moi, toujours à Sommières. On est bien. Moi, je n'ai rien à voir ailleurs. Hein. Non. Moi, je suis bien ici, je reste là. Et ne me demandez pas si je connais Paris. Je connais Paris par la télévision. Ah, d'accord. J'irai jamais. Vous n'y allez jamais. Non, Bon, non. eh bien écoutez, c'est donc un gardois qui vous salue et qui vous embrasse, Paulette. Mais moi aussi, Moi, je vous embrasse. je suis d'Alès à l'origine, Ah, alors. mais je suis au-dessus du Vigan aujourd'hui, une maison. C'est pas très loin de chez vous. Non, mais même ça me ferait plaisir si un jour vous passez par Sommières. Ah bah oui. Eh bien, vous, Ça- la première rue que vous prenez, vous dites où est Paulette, vous aurez 50 Je personnes. passe qui vous voir, on ira boire un kir.
Eh bien, on ira boire une tous les deux. D'accord. Ça me fera plaisir. Eh ben, Paulette, donc je voudrais vous remercier, Paulette. Vous êtes formidable et je passerai, évidemment, parce que je suis dans le Gard quand même assez souvent, je passerai vous voir et je voudrais remercier le journal Le Monde, parce que c'est le journal Le Monde qui, le premier, a découvert Paulette. Enfin, quoi qu'à Sommières, tout le monde vous connaît, Paulette. Tout le monde. Hein. Alors ça, en toute simplicité, pensez-vous, comme je vous redis encore, des gens qui travaillent à l'âge que j'ai, 87 ans au mois de juillet, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je vais vous faire rire, celles de mon âge, où elles sont à la maison de retraite, où elles sont mortes. Oui. Il n'y a que moi qui est passé à travers. Ben Seulement, oui. il n'y a que moi qui a travaillé beaucoup aussi. Hein. Ben évidemment. Et le travail, c'est aussi la santé. Et ça vous sort de tout. Si vous avez malheureusement des malheurs, des problèmes comme tout le monde en a dans la vie, Oui. eh bien, par le travail, ça vous sort. Merci, Paulette. Je vous embrasse. Merci à vous de m'avoir appelé. Et- Allez, on s'embrasse. Hein, Allez, on s'embrasse, Paulette. Au revoir. Ok, au revoir, Paulette. 10h46, ça, c'est ce que j'appelle un grand moment de radio. La radio permet ce genre de rencontre. C'est la force de la radio. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, toutes les télévisions du monde, tous les journaux du monde. La radio, c'est l'intimité, c'est la conversation, c'est la proximité et c'est une forme de complicité. Il est 10h40. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h moins 10, vous avez été marqué comme moi hein, par le témoignage de Paulette. Quel plaisir, mais quel plaisir de retrouver comme ça des personnages exceptionnels. Il y en a partout dans notre pays. C'est la richesse de ce pays, évidemment. 11h moins 10. Allez, nous ne quittons pas la région, le Sud, et nous ne sommes pas à Sommières dans le Gard, mais dans l'Hérault. Pourquoi ? Eh bien parce que d'abord, ça concernait le Gard et l'Hérault et d'autres départements. Demain, il y aura beaucoup de monde à Montpellier. Manifestation à 11h pour défendre la bouvine et les traditions. Qu'est-ce que la bouvine ? C'est la culture bouvine, c'est la culture taurine, si vous voulez. Beaucoup d'élus sont annoncés et parmi eux, Philippe d'Outremepuich, qui est maire de Cos-de-la-Selle. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de l'association des maires de l'Hérault. Vous n'avez pas entendu et président des maires ruraux. Et président des maires ruraux. Je cumule, voilà. Bon, mais vous n'avez pas entendu le témoignage de Paulette il y a un instant? Non, pas du tout, non. Paulette est extraordinaire. Elle a 87 ans, elle habite Sommières. Et à Sommières, elle coiffe depuis qu'elle a l'âge de 14 ans. Elle est dans son salon de coiffure. Et elle dit, moi, la retraite, je connais pas, j'irai jamais, j'ai jamais pris de vacances. Je suis toujours là. Et le travail m'a conservé. Voilà. Bon. Mais écoutez, ça veut dire qu'il faut aussi garder présent à l'esprit que chaque personne est une individualité et qu'il faut qu'elle gère sa vie le plus librement possible. Bah, vous avez raison. Alors, vous êtes maire de Cos-de-la-Selle. Vous êtes donc demain, vous serez évidemment à Montpellier. Que se passe-t-il ? Que va-t-il se passer ? Eh bien, il y aura beaucoup de monde pour défendre des traditions régionales. Moi, vous savez, je suis gardois, je connais traditions régionales, traditions camarguaises, mais au-delà même de la Camargue, c'est la culture bouvine. Qu'est-ce que la culture bouvine ? Écoutez, moi je suis pas. Nous dans l'Hérault, on n'est pas. Enfin, on a une partie de la culture bouvine parce que, comme vous le savez, la Camargue, elle est sur les 2 départements, même sur 3 avec les Bouches-du-Rhône. Bon. Mais non, mais la culture bouvine, c'est la tradition. C'est une tradition. C'est la tradition, mais au-delà de la tradition, c'est aussi la gestion de l'espace. Bon, parce que les courses camarguaises, c'est dans les arènes le dimanche. Bon, c'est la fête, etc. Ça participe à la fête des villages. Mais c'est aussi au quotidien, à mon avis, qui est au moins aussi important, l'entretien de nos espaces. Et aujourd'hui, où on parle de nature, je veux dire, il ne faut pas oublier que le paysage, ce sont les paysans qui le font. Et que la culture bouvine, qu'elle soit la culture bovine comment dirais-je, des raseteurs ou de la corrida traditionnelle avec mise à mort, c'est avant tout des élevages et des bêtes qui sont dans la nature et qui participent à l'entretien de cette nature.
Et demain à Montpellier, il y aura évidemment des clubs taurins, il y aura des manadiers, il y aura des éleveurs de taureaux, il y aura, mais il y aura aussi des chasseurs, des pêcheurs, des éleveurs, d'autres éleveurs, des élus. C'est en fait tout le monde rural qui va se retrouver à Montpellier demain. Alors, c'est vrai que, moi je suis pas l'organisateur, il y a des organisateurs locaux. Je sais. Le maire de Saint-Brest, ses collègues, etc., mes amis du secteur. Mais c'est vrai que petit à petit, les attaques qui ont été menées contre les activités les plus traditionnelles ont été perçues par les ruraux comme une remise en cause de leur style de vie, de leur tradition, etc. Donc demain, si vous voulez, il n'y aura pas qu'une ou plusieurs activités, il y aura effectivement toute la sensibilité rurale, mais aussi en précisant que le monde rural, moi je le dis souvent aux grandes autorités, le monde rural, ça n'existe plus. Bon, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un monde urbain qui est partout, avec une démographie différente, avec une densité différente, mais on a aussi beaucoup dans nos villages, y compris les plus reculés, des aspirations très urbaines. On ne nous demande plus simplement le chemin de vigne, on nous demande aussi la crèche et la fibre. Donc tout ça, ça veut dire pour moi que, et c'est l'état d'esprit qui anime énormément d'élus que je connais, avec qui je travaille au quotidien, c'est qu'il faut qu'il y ait du respect mutuel. Voilà. Bon, il faut que les urbains et les néo-ruraux et les néo-urbains et les ruraux et les agriculteurs se respectent, et c'est ça qui fait la richesse de notre région. Évidemment, parce qu'aujourd'hui il y a des affrontements idéologiques, une forme de radicalisation des opinions, et je lisais l'interview de Frédéric Roig, qui préside l'association des maires de l'Hérault, et qui dit je milite pour qu'on évite de tomber dans une forme de simplicité, le rural contre l'urbain. Non, l'urbain a besoin du rural et vice-versa, ce n'est pas en opposant les mondes qu'on avancera. Mais absolument, et je disais même récemment dans un grand quotidien régional qu'il y avait d'un côté les bouseux et de l'autre côté les intellectuels. Ça, c'est une vision très, très schématique, très dogmatique. Le monde est en train de changer, bon, on l'a vu avec les gilets jaunes. Bon, c'est vrai qu'il y a les 30% de ruraux gèrent 80% du territoire. Bon, tout ça, ça doit être pris en compte. Il doit y avoir des échanges, il doit y avoir... Bon, et les urbains sont bien contents de venir dans le monde rural pour participer aux activités. Bon, et il y en a même beaucoup qui veulent habiter dans le monde rural parce qu'ils considèrent qu'il y a plus d'animation, il y a plus de convivialité, il y a plus d'échanges, etc. Bon, malheureusement, mais tout le monde ne peut pas le faire. Mais gardons les cultures, gardons les cultures locales. Merci à vous. Merci. Je vous en prie. Merci. Demain, donc, manifestation à 11h à Montpellier. Il y aura beaucoup de monde. Ça, j'en suis absolument certain, parce qu'on m'en parle beaucoup dans la région. Il est 10h56. Merci d'être avec nous. Allez, nous allons changer totalement de sujet entre 11h et midi. Pourquoi ? Parce que vous l'avez constaté, ces derniers jours, les chiffres des très grandes entreprises sont tombés. Profit record en 2022. Pour Total, mais aussi pour LVMH, pour Vinci, pour BNP, de très grandes entreprises. Sommes-nous fiers de ces entreprises? Sommes-nous fiers qu'elles soient françaises? Faut-il les surtaxer ou pas? Que faire des profits? Bien, nous allons en parler dans un instant, entre 11h et midi, avec nos 3 invités. Débat sur l'antenne de Sud Radio. Ne ratez pas ce débat et vous pouvez intervenir 0826 300 300. Merci vraiment d'être avec nous. 10h57. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03 tous les jours, entre 11h et midi, un débat sur un sujet d'actualité et avec des invités qui connaissent le sujet. J'aime bien organiser un débat avec des invités qui connaissent le sujet. Il est 11h03. Dans ce débat, nous allons recevoir Pierre Larouturou, qui est député européen d'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Fabrice Dalméda, qui est historien, vice-président de l'université Paris 2, Panthéon-Assas, auteur de l'Histoire mondiale des riches chez Plomb. C'était en 2022, il y a quelques semaines. Exactement. Exactement. Mais on est en plein dedans. On est en plein dedans, évidemment. Et Léonidas Kalogiropoulos, chef d'entreprise, président de médiation et arguments, vice-président d'éthique. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois pour parler de quoi? Bien, pour parler des profits
des très grandes entreprises, mais aussi des déclarations des uns et des autres autour des milliardaires. Alors je pose la question ce matin, on pourra en poser d'autres, mais j'ai choisi ces questions-là. Sommes-nous fiers des résultats et des succès des grandes entreprises françaises, et notamment de 4 d'entre elles qui ont publié leurs chiffres pour 2022, Total, LVMH, Vinci et BNP. 4 entreprises qui sont symboliques du succès, d'un succès français qui est très contesté par les uns et les autres. Faut-il les surtaxer? Faut-il surtaxer les profits? Que faire de ces entreprises? Faut-il se réjouir ou ne pas se réjouir? Le débat est engagé partout. Et pour nourrir ce débat, je vais reprendre 2 déclarations. D'abord celle de Marine Tondelier, qui est secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. À quoi ça sert un milliardaire? Sérieusement. On nous répond ruissellement, c'est faux. On nous répond, il crée de l'emploi. Non, celles et ceux qui les créent, c'est nous, c'est vous, c'est le monde du travail. Voilà, ça c'est Marine Tondelier. Autre déclaration, c'était ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, interrogé par Patrick Roger. Moi, j'en ai un peu marre qu'on fasse du total bashing, du LVMH bashing pour des entreprises qui créent des centaines de milliers d'emplois. Il faut qu'elles soient responsables. Une entreprise comme Total, elle doit payer ses impôts, elle le fait, elle doit investir dans la transition écologique, elle doit partager les profits avec ses salariés. Je pense qu'elle l'a fait. En tout cas, ils ont annoncé qu'ils le faisaient en 2022 et en 2023. Mais à partir de là, est-ce qu'on peut être un peu fier qu'on ait des champions mondiaux aujourd'hui qui font rayonner la France à l'international? Doit-on être fier, Pierre Larouturou? Je voudrais d'abord rappeler dans quel contexte on est. Vous en parlez souvent, il y a des millions de gens aujourd'hui qui souffrent avec la flambée du prix de l'énergie, la flambée de la nourriture. Il y a des millions de gens qui hésitent, qui doivent entre se chauffer normalement et manger normalement. Voilà. Tout à l'heure, sur une autre radio, j'entendais qu'en Normandie, je crois, on va fermer un centre de santé parce qu'il manque 12 millions et qu'il y a des personnes à la retraite, des personnes en fin de vie qui se disent que dans quelques semaines, elles n'auront plus d'infirmiers ou d'infirmières qui viendront les voir tous les jours parce qu'il manque 12 millions. Et ces entreprises annoncent plus de 45 milliards de bénéfices. Voilà. Donc la question n'est pas, on va pas tuer la Total, on a tous besoin, quand je prends ma voiture, je suis content qu'il y ait de l'essence. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on peut, comme ça se fait dans d'autres pays, mieux taxer Joe Biden, qui n'est pas un gauchiste, aux États-Unis cet été, pour aider les entreprises, pour aider les vraies entreprises, la vraie économie. Ils ont décidé de créer une taxe pour les entreprises qui rachètent leurs actions, celles qui donnent des dividendes et qui rachètent leurs actions. Donc aux États-Unis, ça y est, au mois d'août, ils ont créé une taxe sur les rachats d'actions. Et là, Joe Biden a dit qu'il allait la quadrupler. Aux États-Unis, en août, ils l'ont créé à 1%. Joe Biden, cette semaine, dans son grand discours, a dit on va la multiplier par 4. Et on va faire aussi une taxe sur les milliardaires. 1%, ça fait 4%, quoi. Oui, ben voilà. Donc, ce qui était prévu, la taxe. Donc, ceux qui l'ont. C'est pas quand même. Ah ben, c'est pas la mort, mais ça rapporte 70 milliards. Non, mais juste. Donc, il s'agit. Mais personne ne veut la mort, je crois. C'est juste. Total avait fait 10 milliards de bénéfices il y a 3 ans, 10 milliards. Maintenant, c'est 20 milliards. Je vais donner les chiffres. Maintenant, c'est 20 milliards. Est-ce que c'est grave si on leur demande de payer plus d'impôts? Oui, parce qu'on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour les retraites et pour les hôpitaux. Oui, mais Pierre Larouturou. Alors, Total, je vais donner les chiffres. Ensuite, je vous donne la parole. Total, je rappelais les chiffres pour 2022. Effectivement, des profits supérieurs, un peu supérieurs à 20 milliards. Bénéfices en France. Je dis en France, 20 milliards c'est dans le monde. En France, 900 millions d'euros. Sur ces 900 millions d'euros, 550 millions ont été accordés aux automobilistes à travers les ristournes. Et Total a payé 200 millions d'impôts sur ces 900 millions, plus taxes et cotisations sociales sur les profits réalisés en France et sur les salaires de 2 milliards d'euros payés par Total. Plus de 30 milliards d'impôts payés leurs cotisations sociales, pardon. Heureusement qu'ils payent leurs cotisations. Oui, heureusement. Non, attendez. Je finis avec Total, plus de 30 milliards d'impôts payés dans le monde. Non, ils mettent impôts et cotisations à chaque fois. Pardon. D'accord, ils trichent. Oui. Bon, non, enfin, ils trichent. Pour les salariés Total, 3 800 € de prime en moyenne, des salaires augmentés de 7,5% et un intéressement en moyenne de 9 000 €. Mais pardon, quelle est la question? Encore une fois, aujourd'hui, le pays va être paralysé parce que le gouvernement voudrait nous faire travailler 2 années de plus et qu'il y a des métiers où les gens se disent non, c'est pas possible. À 62 ans, je n'en peux plus. Je n'ai pas envie qu'on m'oblige à travailler plus. Et donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait obliger les gens à travailler 2 années de plus alors que dans certains métiers, ça n'est pas possible? Parce qu'on nous dit qu'il faut trouver 10 ou 11 milliards dans quelques années peut-être. Et là, on a des entreprises qui font 40 milliards. Voilà, c'est juste. Et pardon. Et en Espagne, je vous ai donné l'exemple des États-Unis. Joe Biden, ça marche.
Moyennant quoi, ils vont mettre 400 milliards pour aider les vraies entreprises. Encore une fois, le but n'est pas de créer des taxes. Aux États-Unis, ils veulent attirer tout ce qui est les industries modernes, sur l'hydrogène, le photovoltaïque. Ils vont donner des subventions à la vraie économie. Et pour aider la vraie économie, ils vont taxer les milliardaires. On peut taxer les milliardaires. Pierre Laroudureau, parce que la question est aussi de savoir, au bout d'un moment, lorsqu'on demande qu'il y ait davantage de taxes, on finit par se dire, ce sont donc des entreprises qui n'en payent pas de taxes. Or, si on prend LVMH, 4,5 milliards de taxes qui sont payées, c'est l'équivalent du budget de la culture pour une entreprise. Pour 170 000 salariés, 15 000 emplois qui ont été créés l'année dernière, et pour un chiffre d'affaires qui est principalement fait à l'étranger. Et parmi les éléments de fierté, il faut quand même avoir à l'esprit que le drapeau français flotte partout sur la planète avec les marques d'LVMH, et c'est une source de fierté collective que l'on est en droit d'avoir. La question, lorsque l'on soulève ce sujet des taxes, on finit par se dire, ils sont pas taxés, il faudrait les taxer. Bien entendu, ils sont taxés, bien entendu, ils payent leurs taxes, bien entendu, ils payent leurs taxes en France, alors qu'une très très grande partie, et généralement plus, de leur chiffre d'affaires est fait à l'étranger. Ils payent leurs taxes en France sur les profits réalisés en France. Alors, pardon, et quand ils distribuent les dividendes, les gros actionnaires payent 1%, quand ils donnent 17 milliards aux actionnaires, 17 milliards aux actionnaires pour Total, entre l'argent des dividendes et les rachats d'actions. On est sur des points de désaccord, mais on est responsables ensemble. Vous savez bien que pour aller investir et ouvrir des boutiques de LVMH partout sur la planète, il faut des investissements. Comment vous attirez les investissements si vous ne versez pas des dividendes? Parce que, pardonnez-moi, je vous entends en sous-jacent dire ce que j'ai entendu Philippe Martinez dire récemment, les dividendes c'est du vol. C'est pas du vol. Je n'ai pas dit ça, je dis juste qu'il y a 2 ans, prenons un cas concret, Total avait fait seulement 10 milliards de bénéfices. Voilà. Maintenant, il y a une guerre en Ukraine qui fait que le prix de l'essence augmente. Ils ont fait une ristourne, mais la ristourne, elle fait que moins de 3% de leurs bénéfices. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a eu un génie, que c'est pas parce qu'ils apportent une valeur ajoutée, qu'ils apportent des services. Total, qui faisait seulement 10 milliards de bénéfices, va faire maintenant 20 milliards de bénéfices. Donc la question sur les 10 milliards de bénéfices qui leur tombent du ciel, voilà, est-ce qu'on peut pas en demander un petit effort pour aller financer nos hôpitaux ou nos retraites ou notre politique de recherche? C'est fondamental parce que il se trouve que les États-Unis ou l'Allemagne veulent le faire, donc on serait pas stupide de le faire. C'est vrai, les hôpitaux. Et l'Espagne l'a fait. L'Espagne a créé une taxe sur les super profits, y compris des banques. Et les banques n'en marchent pas. Les hôpitaux, oui. Les retraites, oui. La transition écologique, oui. Quelle est la limite? qu'on ait le débat, certes, mais ça s'arrête où? On dirait qu'à chaque fois qu'il y a un besoin, il faut que LVMH et Total paye. Il y a un moment donné où ça devient une espèce de réflexe. Je vais donner aussi la parole à notre troisième intervenant, Fabrice D'Almeida, qui est historien. Léonidas Kalogeropoulos, vous publiez le manifeste des entrepreneurs pour la République, la nation au service de l'intérêt général chez Ballant. Alors, Fabrice D'Almeida, est-ce que ces succès sont utiles pour notre pays? Oui. Ils sont utiles. Doit-on être fier de ces succès et fier de la réussite de nos milliardaires? Oui, il y a deux questions différentes. La question, est-ce que je suis fier que la France ait l'homme le plus riche du monde chez lui? Oui. Oui, je suis fier qu'on ait des gens qui réussissent, comme en sport. Je suis fier quand l'équipe de France réalise des très grandes performances, même si je vois bien que Mbappé est très grassement payé, que les joueurs de l'équipe de France ont des très hauts revenus, même si je vois bien que, en l'occurrence, ce sont ces revenus qui donnent cette position éminente à Bernard Arnault. D'un autre côté, est-ce qu'il faut taxer les riches? C'est une autre question. C'est deux questions complètement différentes. C'est pas parce qu'on a beaucoup de riches qu'il faudrait les taxer si on n'en avait pas besoin. Il se trouve qu'on donc on a besoin des milliardaires. On est dans un. Alors, historiquement, moi, ce que je constate, pour avoir travaillé sur les riches depuis un siècle et demi, les pays où il n'y a pas de milliardaires vivent moins bien que les pays où il y en a. Donc c'est un constat historique. Vous prenez l'Union soviétique d'après 1917 qui détruit ses riches, le niveau de vie s'effondre et ça va durer longtemps et ensuite la productivité va être basse pendant un siècle au point qu'ils seront battus. Non, vous avez raison, mais mais sous l'Allemagne nazie, il y avait des milliardaires. Ben oui, il y avait des milliardaires, mais j'ai pas dit... Mon modèle à moi, c'est plutôt je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne en référence à Roosevelt. Roosevelt, il n'a pas tout... Mais oui, mais pardon, mon but n'est pas de... Mais il met un taux à 91%. Vous parlez beaucoup, je voudrais juste pouvoir dire 2-3 choses et ensuite je vous redonnerai le crachoir pour dire des chiffres.
allez-y. Non, juste, effectivement, il y a des pays où il y a des milliardaires qui ne sont pas démocratiques, il y en a beaucoup. Ça, c'est une lapalissade. Oui. Mais en tout cas, les pays où il y a des milliardaires qui sont des dictatures vivent mieux que les pays où il y a des dictatures où il n'y a pas de milliardaires. Simple. C'est-à-dire que le modèle communiste a montré son échec. Pareil pour la Chine communiste. Donc la Chine communiste ne redevient rentable qu'à partir du moment où, à partir des années 80, elle libéralise son marché, elle commence à avoir des millionnaires, et à partir des années 2000, elle a des milliardaires. Et ça élève le niveau de vie général. Ça a élevé le niveau de vie général. Ça élève le niveau de vie général pour 400 millions de Chinois. Pardon, mais mais il faut quand même donner des mais bases quelqu'un simples. propose de revenir à un système soviétique. Pardon, j'ai raté une partie. Je suis arrivé seulement il y a 15 minutes. J'ai pas entendu quelqu'un qui proposait. Posait une question simple. Est-ce qu'on vit mieux dans les pays où il y a des milliardaires ou dans les pays où il n'y en a pas? La réponse est simple. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous pouvez la discuter si vous avez envie. Alors, Pierre Larouturou, qu'est-ce que vous... Attendez, il est 11h14. Vous allez intervenir, ne vous inquiétez pas, mais je voudrais observer une petite pause parce que on a 3 pauses, 14, à 30 et à 45. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h17. Allez, nous allons continuer ce débat qui est bien engagé avec Pierre Larouturou, qui est, je le rappelle, député européen, Fabrice Almeida, qui est historien, et Léonidas Kalogeropoulos, qui est chef d'entreprise, vice-président d'éthique. Il est 11h17. Alors évidemment, ça soulève de nombreuses questions. Dans des pays... Est-ce qu'il y a, quand il y a beaucoup de riches, est-ce que ça permet de limiter la pauvreté ou même de faire progresser le niveau de vie? Ça, c'est une question. Alors, oui, bien sûr, mais juste pour rappeler d'où on part, juste rappeler que on est le pays dans lequel le niveau de taxe est le plus élevé, le pays dans lequel l'effort de répartition sociale pour réduire les inégalités est le plus développé, et en même temps, au regard de ce phénomène, on devrait être le pays le plus heureux du monde. Or, je vois que on est constamment en train de se dire il faudrait rajouter des taxes et rajouter de la redistribution, et on dirait que plus on le fait, plus on est dans des tensions quasi attendez, pardon, Léonidas Kalogeropoulos, mais on n'est pas obligé de rajouter des taxes à tout le monde. Je veux dire, on peut rajouter des taxes à certains, uniquement à ceux qui font des super profits, ou parce que, pardon, mais est-ce que nos milliardaires paient autant d'impôts en proportion que la moyenne des Français? C'est une question qu'elle est vite répondue. Hélas, non. Un patron de PME qui travaille 80 heures par semaine et qui se verse 3 000 euros par mois ou 4 000 ou 5 000. Il paye en proportion plus d'impôts. Il paye beaucoup plus de... Voilà, c'est hélas la réalité. C'est ce que dit Eurostat, l'INSEE. C'est qu'entre l'évasion fiscale, on envoie les bénéfices dans des entreprises, dans des filiales qui sont dans des pays où il y a moins d'impôts, ou alors on fraude carrément. Et quand vous demandiez est-ce que le fait d'avoir plusieurs milliardaires nous rend plus heureux, le journal Le Figaro, c'est pas l'extrême gauche, Le Figaro notait l'autre jour que la fortune des 500 Français les plus riches, on arrive à 1000 milliards. 1000 milliards. Elle a augmenté de 80% en 3 ans, plus 80%. Sachant que le gâteau en France, le PIB, n'a grossi que de 5 ou 6%. S'il y en a qui ont presque doublé leur fortune alors que le gâteau n'a augmenté que de 5 ou 6%, ça veut dire qu'il y a des inégalités qui augmentent. Donc encore une fois, il ne s'agit pas... Ça ne traduit pas l'évolution de la masse monétaire. Parce qu'excusez-moi, on a injecté énormément de masse monétaire dans l'économie, elle a été stockée et épongée justement par les grandes fortunes. On reparlera si vous voulez. Je suis d'accord pour dire qu'il faudrait une autre politique monétaire, mais comme on n'a que 3 quarts d'heure... Non. Ça ne reflète pas la répartition. Mais là, Fabrice, comme vous parliez tout à l'heure du système soviétique, voilà, je crois que, en tout cas moi, mon modèle, c'est pas le système soviétique. Quand je donne des exemples, c'est Joe Biden, c'est ce que fait l'Espagnol Pedro Sanchez, c'est ce qu'a fait Roosevelt, Roosevelt arrive en période de crise, le parti dont je viens s'appelle Nouvelle Donne, et Roosevelt n'a pas tué les milliardaires, mais Roosevelt a fait la séparation des banques pour limiter très fortement la spéculation. Il a cassé les banques en deux. Les banquiers étaient furieux et gueulaient en disant que c'était un communiste, mais ça a tenu pendant 60 ans et on n'a pas eu de crise financière. Roosevelt a mis un impôt à 90% pour les milliardaires. Pour monsieur et madame tout le monde, il a aidé monsieur et madame tout le monde. Les paysans ont retrouvé une dignité, ont retrouvé un revenu, les salariés ont retrouvé du boulot, mais par contre pour les milliardaires, il a dit on peut taxer la partie supérieure à 90%. Ils n'en sont pas morts. Je suis d'accord avec ça, et je suis d'autant plus d'accord qu'il a confié à un milliardaire la tâche de le faire, en l'occurrence Joseph P. Kennedy, le père du futur président Kennedy. Donc vous voyez que là-dessus, j'ai pas... Mais moi je voudrais reposer la question. Est-ce qu'un milliardaire en France paie proportionnellement autant d'impôts qu'un Français moyen? Il en paye moins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une forme de colère sourde contre eux, parce que le moment historique où on est, même si on est un pays qui taxe beaucoup, réclame plus.
Oui, on est à un moment où il y a la guerre, on l'a dit, la guerre en Ukraine, qui nous oblige. On est à un moment où il y a la concurrence américaine, la concurrence chinoise. On est à un moment où l'Europe est affaiblie. Donc à ce moment-là, comme dans tous les moments de l'histoire, on se tourne vers ceux qui ont plus, comme on s'est tourné vers eux pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant la Première Guerre mondiale, on leur a demandé quoi? On leur a demandé de payer plus et on a créé l'impôt sur le revenu pour ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cet appel qui se tourne vers eux. Et d'ailleurs, une bonne partie d'entre eux répondent. Une bonne partie d'entre eux répondent. Il y a eu cet appel d'un certain nombre de grandes fortunes au moment de Davos qui ont dit taxez-nous plus. Il y a en France des patrons qui disent moi je suis prêt à faire plus, qui font parfois plus en termes de philanthropie, en termes de dons. Donc il y a quand même cette. Je crois que cet appel aujourd'hui est clair. Ce besoin est nécessaire parce qu'on est un pays et qu'on voit bien qu'il est en train d'exploser et qu'il y a une espèce d'ambiance de guerre civile qui est extrêmement préoccupant. Il y a la nécessité de l'entendre et de trouver des mécanismes. Ce que je trouve inquiétant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'évidence, il y a des travaux qui avancent sur le partage de la valeur, qui sont en cours au Parlement et qui sont, comment dirais-je, qui avancent tambour battant sur l'impulsion de Bruno Le Maire. C'est qu'il y a cette question du partage de la valeur, de la nécessité pour chacun de se retrouver dans des écarts qui sont des écarts acceptables dans une unité nationale. Et je reconnais que si on ne l'entend pas, on risque d'aller vers une montée de violence qui est extrêmement préoccupante. En revanche, l'idée que toutes nos problématiques seront résolues simplement en instaurant des taxes, en oubliant d'avoir une réflexion commune sur comment se crée la richesse, comment ces entreprises extraordinaires dont nous pouvons être fiers ont réussi à se développer sur toute la planète. Ce sont des réussites fabuleuses. Il faudrait quand même que l'on ait cette fierté partagée avant juste de se dire... Alors attendez, Pierre, avant que de vous donner la parole, Pierre Larouteau, je voudrais que nous écoutions Paul. C'est un de nos auditeurs, il est dans l'heure. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour, vous avez travaillé chez Vinci pendant 20 ans. Oui, exactement, à l'exportation notamment. Oui. Et je pense que nous étions très fiers d'avoir fait beaucoup de profits à l'étranger. Oui. Quand vous regardez la balance des paiements en France, on ramenait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, au contraire, on en perd. Et quand vous avez des entreprises qui font ça, on élargit la recette. Ça permet de faire d'autres choses. Plutôt que d'aller piquer dans la gamelle du voisin, il faudrait peut-être essayer d'agrandir la gamelle. Ça serait plus intéressant plutôt que de vouloir piquer ce qu'ont les autres sans rien faire. Oui. Paul, le seul problème, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est, on ne répond pas à la question, comment se fait-il que les milliardaires paient proportionnellement moins d'impôts que les Français moyens ? Au niveau de l'entreprise, l'entreprise ne paie pas moins d'impôts. Non, ça, je ne parle pas de l'entreprise. Et encore. Il y a des entreprises qui ont des filiales dans des paradis fiscaux. Ça existe, vous le savez, Paul. Oui, je le sais, mais oui. Évidemment. Non, mais il y a toujours, mais on ne peut pas bâtir quelque chose sur les exceptions. Il faut peut-être chasser ces problèmes-là. Oui. Mais pas construire là-dessus ou tuer tout le reste à cause de cela. C'est pas possible. Parce que, non, mais j'entends très bien ce que dit notre auditeur. Paul. Il dit quelque chose de très important. Il dit qu'il faut regarder également les contributions. Quand on regarde les dizaines de milliers d'emplois créés par ces entreprises, c'est quand même, à propos du ruissellement, je ne sais pas si la théorie du ruissellement fonctionne, mais les emplois sont là. Alors juste un chiffre, LVMH, 15 000 emplois créés en France. L'année dernière. Et Bernard Arnault dit, lorsqu'on crée un emploi chez LVMH, on en crée 4 chez nos fournisseurs. Mais c'est extraordinaire. Enfin, c'est en soi une contribution à la richesse nationale. Quand on voit le niveau du chômage qui baisse dans notre pays et que l'on est en train de tendre vers le plein emploi... Non, pardon, il reste encore 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Non, mais pardonnez-moi. Non, c'est indécent, pardon, pour les gens qui ont des petits boulots. Non, mais je n'ai pas dit qu'on l'avait atteint, mais ne dites pas dire on tend vers le chômage a baissé. Ne niez pas qu'il y a un des gens qui ont des petits boulots, qui n'arrivent pas à vivre et qui cherchent un emploi à plein temps, on est toujours en gros à 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Oui, mais il y a une augmentation
augmentation du nombre de CDI, par exemple. Oui, mais enfin, pardon, donc est-ce qu'on peut pas aller sur tous les sujets en même temps? Mais donc, comment est-ce qu'on peut trouver de l'argent pour les hôpitaux, pour les retraites? Une des propositions du Parlement européen, c'est une petite taxe sur la spéculation. Aujourd'hui, tout le monde paye de la TVA. C'est très simple. Quand on achète le taux normal de TVA, c'est 20%. Même les SDF pour manger, il y a un taux minimum, mais même celles qui vivent dans la rue doivent payer 5,5% de TVA dans tous les pays d'Europe. Mais sur les marchés financiers, aujourd'hui, c'est 0,0. Donc il y a sur la table, les lobbies bancaires bloquent, mais le Parlement européen et beaucoup de gens disent qu'il faudrait une petite taxe sur les marchés financiers à 0,1%. Voilà. Et si on avait juste cette taxe à 0,1%, on aurait 57 milliards chaque année. C'est les chiffres de la Commission européenne. Au niveau européen. Au niveau européen. Donc c'est pas la baguette magique, mais donc tous ceux et celles qui veulent en savoir plus, ça pourrait financer l'aide à l'Ukraine. Vous allez sur taxonslaspéculation.com. Taxonslaspéculation.com. C'est une demande de tout le Parlement européen, pas seulement moi. J'étais rapporteur du budget, mais tout le monde, sauf l'extrême droite, demande cette petite taxe sur la spéculation. Et il faut qu'on y arrive dans les prochaines semaines. Il y a des choses qui sont des bonnes idées, mais il faudra 6 mois ou 1 an pour y arriver. Ça, la taxe sur la spéculation, on peut y arriver dans les prochaines semaines. Taxonslaspéculation.com. C'est une question très intéressante parce que, en fait, on a pris l'habitude depuis le 19e siècle de penser la taxation à partir d'un certain seuil. C'est-à-dire, vous gagnez plus de temps, vous devez payer tant. Et c'est très étonnant qu'on ne travaille pas la dimension, j'allais dire, qualitative de la taxation. Qui doit payer quoi en fonction de son utilité sociale? Vous avez donné 4 entreprises. Total, LVMH, Vinci, BNP. Vous avez 4 exemples que vous avez pris. Elles n'ont pas la même utilité sociale. Non. Une banque n'a pas exactement la même fonction y compris pour l'investissement, qu'une entreprise de travaux publics, qu'une entreprise qui fait du luxe ou qu'une entreprise qui produit des hydrocarbures. Et moi, je suis très étonné qu'on ne pose pas cette dimension qualitative. Qui est-ce qui rend le plus service ? Je suis désolé de le dire, mais dans les entreprises dont nous parlons, et parmi les milliardaires dont nous parlons, il y a aussi des crapules. Moi, j'ai déjà dit à ce micro qu'il y a des entreprises pharmaceutiques comme les Sackler aux États-Unis qui avaient inventé les néonicotinoïdes, qui sont des crapules, des tueurs. On a eu même des violeurs qui étaient milliardaires. Il fallait les laisser comme ça, ou il fallait. Bon, donc moi je pense à Jeffrey Epstein quand je dis ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la question qualitative, elle doit être aujourd'hui posée, parce qu'aujourd'hui il faut faire de la haute couture, et c'est pas le cas. Et je trouve que quand on parle des super profits, par exemple, il y a des startups qui font des super profits. Elles ont besoin de ces investissements et de pouvoir les réinvestir immédiatement. Si on les taxe aujourd'hui sur les super profits, eh ben ça va être négatif pour elles. En revanche, une entreprise comme Total, qui fait des hydrocarbures, qui certes réinvestit bien sûr dans le secteur des énergies renouvelables, peut-être qu'on peut réfléchir à la taxation compte tenu du contexte. Moi je suis pour que, et je trouve que la représentation, et je suis surpris que la représentation nationale ou que les élus au Parlement européen ne prennent pas en compte cette dimension qualitative et qui continuent de raisonner suivant les catégories du 19e siècle en disant plus de 25%, plus de 1%, plus de 2%. Je trouve ça ridicule. Oui, mais on va vous répondre que la BNP, aussi une utilité sociale, non? Elle a une utilité sociale lorsqu'elle prête. Enfin, elle prête moins facilement maintenant. Elle prête très difficilement, elle bloque beaucoup. Et la BNP a été aussi engagée dans des problèmes d'investissement proposés à ses clients qui se sont révélés désastreux. On ne va pas rentrer dans le détail, mais bon. Puis on ne va pas ouvrir le dossier des frais bancaires, on ne va pas ouvrir et des gains de productivité. Par parenthèse, je suis à la BNP, je redoute le pire. Pour compléter sur Total, tout à l'heure on nous demandait est-ce qu'on était fiers. J'ai passé avec d'autres députés, on est allé 9 jours en Ouganda cet été pour voir ce que fait Total avec le projet de pipeline. Ils veulent faire des forages dans un parc naturel protégé qui est absolument magnifique. Ils veulent faire un pipeline chauffé de 1400 km et tous les paysans qui sont là-dessus se font exproprier. Et il y en a qui attendent depuis 3 ans ou 4 ans d'avoir de l'argent. J'ai vu des familles où les enfants ne vont plus à l'école depuis 3 ans ou 4 ans parce que les paysans ne peuvent plus cultiver la terre et Total ne les a pas dédommagés. Et ceux qui s'opposent, on a vu un vieux monsieur qui a fait 2 mois de prison. Donc il y a des moments où on peut être fier de telle ou telle entreprise. Un artisan qui fait des choses magnifiques chez LVMH, il a un très beau métier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas augmenter les taxes sur les dividendes, mais il a un très beau métier. Par contre, ce que fait Total en Afrique est absolument scandaleux. Le Parlement européen, pas seulement moi, tout le Parlement a demandé qu'on arrête ce pipeline. Et sur les renouvelables, ils font moins de 2 milliards d'investissements. Ils mentent sur leur... Voilà, parce qu'ils mettent, y compris les
l'électricité fait avec donc du gaz. aller vers du qualitatif. Mais oui, mais Moi, pardon, c'est ce qu'on fait. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas l'impression. J'ai l'impression encore, même quand vous avez parlé de la taxe, par exemple, sur la spéculation, c'est un taux à partir d'un niveau d'activité. Mais pardon, ça, excusez-moi, mais tous ceux et celles qui achètent des actions, tous ceux qui achètent. En fait, c'est du post-marxisme. Mais non, pardon, c'est juste que... Avec Marx, il y a l'idée du capital contre le travail, on définit le capital et donc on définit un niveau de taxation et on le reproduit. Vous savez qui a mis cette idée de la taxe sur la spéculation sur la table? C'est Barroso en 2011. Il y avait plein de gens qui le poussaient, mais il est parti chez Goldman Sachs depuis. Il est parti chez Goldman Sachs. Messieurs, il est 11h30, une petite pause. À tout de suite. Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h33. Donc, si j'ai bien compris, Fabrice d'Almeida, il faudrait juger les entreprises en fonction de leur rôle social. Exactement. Évaluer les comme entreprises. nous jugeons les individus sur leur action et sur non pas sur leur statut social. Enfin, ça, c'est pas toujours le cas. Et sur la dimension parfois parasitaire des entreprises. Il faut quand même le dire. Bon, je ne sais pas comment vous faites une loi fiscale avec des critères aussi flous que cela, en tous les cas. En tout cas, pendant des décennies, la direction des impôts, justement, faisait un travail d'orfèvre, individu par individu, pour savoir quel niveau de taxation elle devait appliquer. Et vous êtes totalement certain que confier à la DLF soit de dire vous c'est tel taux et vous c'est tel autre. Mais la représentation nationale est là normalement pour définir ce que doit être le cœur de l'utilité sociale. Patrice voudrait intervenir. Il est architecte d'intérieur, il est parisien. Bonjour Patrice. Bonjour Monsieur Bourdin, bravo pour vos émissions. Merci beaucoup Patrice, merci. Messieurs, bonjour. Messieurs. Bonjour. Allez-y Patrice, qu'est-ce que vous vouliez dire? Tout simplement, vous parlez de taxes sur des milliardaires, sur des gens riches, etc., etc. Oui. Je pense que la solution n'est pas là. Les gens n'attendent pas ça. Pourquoi vouloir taxer systématiquement tout? Aujourd'hui, si une entreprise fait des bénéfices énormes ou importants, c'est de les répartir aux salariés d'une manière ou d'une autre, une partie de ces revenus. Évidemment, pas tout, mais de manière à ce que les salariés puissent profiter de leur travail. J'ai expliqué à votre collaborateur que moi, j'avais 20 employés à un moment donné, et je me suis aperçu que plus je les payais correctement par rapport à l'argent que je gagnais, j'en gagnais pas mal, le travail avançait plus vite, il était mieux fait, et ces personnes étaient satisfaites de leur emploi et de la manière dont on procédait dans notre entreprise. Pourquoi vouloir taxer? Que ces entreprises soient obligées, pas par une loi, parce que c'est pareil, on est couvert de lois, que ces entreprises répartissent une partie de leurs bénéfices, qui me semble tout à fait normal. Ça existe déjà, ça existe déjà, Patrice, mais ça n'est pas encore suffisamment développé. Ça, c'est évident. Je me souviens de Nicolas Sarkozy, la participation. Et je me souviens de Nicolas Sarkozy qui expliquait qu'il voulait un partage en 3 tiers égaux. Oui, je me souviens, un tiers. Eh bien, on n'y est vraiment pas, et tant mieux si Patrice... C'était une bonne idée, d'ailleurs. Oui, c'était une bonne idée, voilà, et à mon avis, ça n'empêche pas. Donc, il faut en même temps, effectivement, une meilleure participation des salariés, et tant mieux si vous l'avez fait dans votre entreprise, Patrice, tant mieux. Oui, je l'ai fait, oui. Mais bravo, mais vraiment, mais je crois que ça se fait pas partout. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal à avoir des augmentations, et qui ont du mal à vivre avec le salaire qu'ils ont, et ça n'empêche pas une réflexion sur, encore une fois, le but n'est pas de créer une taxe, mais on a besoin d'argent pour nos hôpitaux, pour nos retraites, pour notre politique de recherche. Et j'ai sous les yeux le discours de Joe Biden cette semaine qui dit, le système fiscal n'est pas juste. Voilà, un salarié de base, le patron d'une PME de base paye beaucoup plus d'impôts que les milliardaires. Donc Joe Biden, c'est pas Staline veut un taux minimum d'impôt sur les milliardaires. Donc est-ce que oui ou non on peut poser cette question? Est-ce que LVMH en France paie est imposé, je parle de l'entreprise, je ne parle pas de Bernard Arnault. Est-ce que quel est le taux d'imposition d'LVMH en France? Je dis pas. Alors, on ne le sait pas. Combien? On a 30%. Quand on était petit, le taux d'impôt sur les sociétés était à 50%. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on est à 25. On a divisé par 2. 25. Attendez, tout dépend des entreprises. Le taux normal d'impôt sur les bénéfices. Depuis le 1er janvier 2023. Donc on a divisé par 2. Est-ce que ça a boosté la croissance? Est-ce qu'il y avait moins de création d'emplois il y a 30 ans? Pierre Larouturou, je ne suis pas certain de votre chiffre. Je suis allé hier sur le site du ministère des Finances. Je suis allé hier sur le site du ministère des Finances. Depuis le 1er janvier 2023. Est-ce qu'il y a une différence entre les entreprises du CAC 40 et les PME? Alors après ça, il y a de l'évasion fiscale, beaucoup plus chez les grandes entreprises. Non, mais pardonnez-moi, c'est un point qui est absolument fondamental. C'est d'ailleurs la loi de la courbe de l'affaire. On a effectivement baissé le taux d'impôt sur les sociétés et jamais l'impôt sur les sociétés n'a rapporté autant.
Et c'est donc une démonstration in vivo du fait que d'avoir des taxes qui baissent, elles sont effectivement passées de 33 à 25%. On a atteint 62 milliards de recettes. C'est un chiffre qui n'avait jamais été atteint en France. Donc vous voyez bien que ce n'est pas simplement en rajoutant des taux. Est-il logique on nous a dit, ces derniers temps. Voudrais dans la logique. Mais j'ai une question à vous poser. C'est la dynamique entrepreneuriale qui crée la richesse. Oui. Je ne suis pas allergique aux impôts, on en paye tous et c'est normal. Je suis juste inquiet à l'idée qu'on alimente ce fantasme qui est que plus on imposerait, plus on serait heureux. Or, il s'avère que l'on est le pays le plus taxé au monde et le plus répartiteur au monde, et je ne vois pas qu'on soit le plus heureux. Bien. Et un autre point par rapport à l'intervention de votre auditeur, en moyenne, il a parlé, en 2021 pour les entreprises du CAC 40. Il a parlé d'impôts. Bah oui. Bah voilà, on va y revenir. Je vais y revenir. Ouais, bah oui, il a parlé de quelque chose de très important, qui est qualitatif. Oui. Je vois tous ces millions de Français qui manifestent dans la rue contre l'augmentation de l'âge de la retraite. Je me dis finalement, on a abordé le sujet comme des comptables avec des années, des annuités et des trimestres. Mais lorsque les gens vivent un calvaire dans leur métier, la question n'est pas de savoir si ça va durer 43 ans, 45 ans, 46 ans. Si c'est un calvaire, il faut que ça cesse. Il y a un travail à faire sur la qualité, la qualité du travail dans notre pays. Et pardonnez-moi, je réalise, j'en prends aussi la mesure, que avoir uniquement un débat sur les retraites, sur des questions d'âge et d'annuité, ça passe sous silence totalement. Et Pierre, là où vous savez à quel point la question du temps de travail est une question qui a été centrale pour vous avec les 35 heures. Mais on est passé à côté. Mais on est passé à côté de la qualité parce que les gens sont prêts à travailler 80 heures par semaine lorsqu'ils sont heureux, mais même 35 heures par semaine quand ils sont malheureux, ça c'est quelque chose qu'on doit prendre à bras le corps. Et tout à l'heure, c'est dommage, je ne vous ai pas écouté Sud Radio tout à l'heure parce que j'avais un témoignage exceptionnel en début d'émission vers 10h40 de Paulette qui habite dans le Gard, à Sommières exactement, qui est coiffeuse, qui a 87 ans et qui travaille depuis l'âge de 14 ans, qui n'a jamais pris un jour de vacances et qui s'accorde un kir tous les samedis soirs avec sa sœur et qui travaille depuis 74 ans dans son salon de coiffure. 73 ans dans son salon de coiffure tous les jours. Et elle dit, moi, il n'y a que le travail qui me conserve. Oui. Mais c'est un cas exceptionnel. Oui. Bon, mais son témoignage était extraordinaire. Je l'écouterai. Tellement de gens qui dépriment à la retraite. Non, mais extraordinaire témoignage. Bon, mais je voudrais revenir. Moi, quand même, il y a une inégalité. Comment se fait-il? Vous donniez le chiffre. Comment se fait-il que les entreprises, que les grandes entreprises du CAC 40 paient moins d'impôts qu'une PME? Qu'une PME, oui. C'est vrai. L'argument, oui, c'est vrai, et c'est répété. C'était déjà le cas en 2017, c'est le cas en 2021, ce sera encore le cas de cette année. Ouais. Mais en fait, c'est parce qu'elles disent avoir une stratégie mondiale, avoir comme Total énormément d'activités à l'étranger, et donc ne pas avoir sur non mais qu'elle paie des impôts à l'étranger en fonction des pays, où elle travaille. Très bien, mais en France, est-il normal et acceptable que ces entreprises paient moins qu'une PME? Mais parce qu'on a une loi fiscale qui est complexe et dont ils savent aussi très bien jouer, il faut quand même dire la vérité. Oui, et quand je parlais des discussions justement avec la direction des impôts, c'est justement de ça dont on parle, c'est que la direction des impôts généralement considère que leurs arguments aucun président de la République ne s'est attaqué à ça. Et même, excusez-moi, mais même quand Joe Biden a dit, je voudrais, il y a un an, Joe Biden a dit, on a besoin d'argent dans tous nos pays pour la retraite, pour la recherche, pour l'éducation. Et je propose un taux minimum d'impôt à 21%, que dans tous les pays du monde, on a un taux d'impôt à 21% sur les bénéfices. Et bien la France a dit, nous, on était plutôt sur l'idée de 12%. Et bien si on a un taux d'impôt à 12%, ça rapporte beaucoup moins que 21%. Mais ça reste à prouver, Pierre Larouturou. Ça reste à prouver, encore une fois. Regardez ce chiffre. Il date de la semaine dernière, dans tous les journaux économiques que vous connaissez. Le taux d'impôt sur les sociétés. Je vous ai entendu, M. Gageot, mais juste une chose simple.
simple. Ce qu'on appelle une multinationale repose justement sur ce principe. Le principe de la multinationale, c'est justement de pouvoir échapper aux fiscalités locales. Et c'est pour ça qu'elles ont prospéré et que les grandes fortunes ont prospéré depuis les années 80. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on est face à une nécessité de remonter en puissance des États et de remonter en puissance des frontières. Et donc moi, je pense qu'on est en train de vivre un changement et que la pression, ce que dit Jean-Jacques Bourdin en disant elles doivent avoir les mêmes types de taxation que les autres, pareil pour les GAFAM, eh bien cette pression-là, on la sent monter, et on la sent monter pas seulement en France, les États-Unis, c'est vrai, mais même en Grande-Bretagne, on la sent monter cette pression. De vous dire que je trouve, je vais satisfaire Pierre Larouturou, le Parlement européen plus allant que le Parlement français sur ces questions-là. Pardon. Je répète, le Parlement européen demande une taxe sur la spéculation et on se bat. Et encore hier soir, j'étais à Bruxelles avec un commissaire. Donc tous ceux et celles qui sont d'accord, vous allez sur le site taxonsalaspéculation.com. Taxonsalaspéculation.com. On veut un accord d'ici le mois d'avril là-dessus et c'est la France qui bloque. Soyons très clairs, c'est la France, c'est Bruno Le Maire qui ne veut pas d'une taxe sur la spéculation. Alors qu'on parle d'une taxe à 0,1%. J'ai la portée de la lettre du ministre autrichien des Finances, qui est pourtant un homme de droite, et l'Autriche dit on en a marre que la France bloque cette négociation. Donc ça, déjà, ça rapporterait 57 milliards. Après ça, quand l'Espagne, quand même le MoDem avait proposé en France, en octobre, vous en aviez parlé, les députés du MoDem avaient dit on pourrait mettre une petite taxe sur les super dividendes. Ça avait été voté par l'Assemblée nationale, et c'est le gouvernement qui a dit non, on ne veut pas de cette taxe sur les super dividendes. En Espagne, c'est pas du délire, ils ont mis une taxe sur les super bénéfices des banques. Ils vont pas tuer leurs banques. Ils vont pas tuer leurs banques. Mais quand des banques font 8 milliards de bénéfices de plus que l'an dernier, on peut leur demander 1 milliard d'impôts en plus. Ils n'ont pas la même mémoire que nous. Ils n'ont pas la mémoire que nous. On a le souvenir quand même de l'époque Hollande, où on avait à intervalles réguliers les nouvelles de ceux qui partaient s'exiler fiscalement, qui en Belgique, qui en Grande-Bretagne, qui aux États-Unis. Mais les banques ne vont pas... y compris chez nos grands acteurs, qui aujourd'hui reviennent. C'est ça qui est peut-être intéressant. Fabrice, quand une grande banque, la BNP Paribas, elle va pas fermer tout son réseau, si vous lui dites qu'elle paye 3% de plus sur ses bénéfices. Là-dessus, voilà, ils font des milliards de bénéfices. Là-dessus, en particulier sur la BNP, je peux vous entendre. Non, mais pardon, en plus, c'est juste que l'autre jour, j'étais à l'hôpital parce que ma belle-mère avait les urgences. Pardon, c'est juste que l'hôpital va s'effondrer si on n'a pas d'argent. C'est juste que c'est pas un problème rigolo, c'est pas un problème théorique. C'est juste indécent, c'est obscène de voir qu'il y a des milliardaires qui savent plus quoi faire de leur fric et que les hôpitaux vont s'effondrer. On est tous d'accord là-dessus. La BNP, c'est pas les milliardaires. On va donner la parole à les gens qui sont les principaux actionnaires. Léonidas, allez-y, Kalogeropoulos. Quelle est la logique? La logique dans laquelle on est que notre économie est en train de connaître un dynamisme qu'elle a rarement eu. On a vécu des crises épouvantables et néanmoins on continue à créer des emplois, continue à créer 1 million d'entreprises par an. C'est absolument phénoménal et c'est cette mécanique-là de création de richesse que l'on essaie de pas pénaliser en mettant des taxes à nouveau. Mais je voudrais juste vous dire attendez, la création de richesse, très bien, les grandes entreprises, mais il n'y a pas que les grandes entreprises qui créent de la richesse. Il y a beaucoup de PME, des petites entreprises. Absolument. Mais peut-être qu'on pourrait plus encourager les petites entreprises par rapport aux grandes. Est-ce qu'on n'a pas un complexe face à ces grandes entreprises en France? Écoutez, je pense qu'elle permet d'avoir une espèce d'équilibre entre, encore une fois, quand on a une entreprise qui, à elle seule, paye les impôts correspondant au budget de la culture, c'est vrai qu'on se dit heureusement qu'on l'a, même pour les totales. Mais la logique de la taxe, je ne suis pas hostile à la logique de la taxe. Simplement, je voudrais que on se dise que c'est pas l'apothéose pour tout. Mais personnellement, c'est l'apothéose. On cherche des solutions concrètes. Pardon, qui taxe le plus, qui emprunte le plus, qui a le plus de déficit. Mais pardon, on vous redit que les grandes entreprises payent beaucoup moins d'impôts que les PME. Pardon, on vous l'a tous expliqué. Oui, mais Pierre, pardonnez-moi. Une PME paye 4 fois plus d'impôts qu'une grande entreprise. Je voudrais juste que vous m'expliquiez par rapport à l'ensemble de nos recettes. Il y a des PME qui crèvent à cause du prix de l'énergie. Il y a des PME qui crèvent, il y a des boulangers qui ferment à cause du prix de l'énergie. Donc on voudrait les aider. On voudrait de l'argent pour aider les boulangers qui ont peur de crever. Et vous pensez que je suis insensible à ça? Mais je sais pas, mais vous nous expliquez que tout le monde paye trop d'impôts. Non, je vous dis simplement. Les milliardaires ne payent pas trop d'impôts. À un moment donné, où même quand les impôts baissent, lorsqu'il y a de l'activité qui est très forte, le rendement de ces impôts est plus important. Bien, et c'est un point que vous devez entendre. 11h46, encore une pause. Et puis les 10 dernières minutes de ce débat animé, mais ô combien important et intéressant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h49. Alors, on a un dogme en France, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, un dogme en France, il ne faut pas augmenter les impôts.
Bon, mais ça veut rien dire. On pourra augmenter les impôts des plus riches et baisser les impôts. Je parle pas des individus, je parle des entreprises, des très riches entreprises qui font énormément de profits, et baisser encore les impôts des petites entreprises qui souffrent. Mais vous vous souvenez de l'adage ? Vous vous souvenez de l'adage ? Trop d'impôts tue l'impôt. Mais il ne s'agit pas de trop d'impôts, il s'agit de rééquilibrer le système. Vous l'avez dit, les grandes entreprises payent 4,5% en moyenne. Est-ce que vous êtes quand même d'accord pour dire que nous sommes le pays qui a le taux d'imposition le plus élevé au monde ? Non, on a des retraites confortables. Après, la répartition de ces impôts, on est d'accord là-dessus, c'est là-dessus qu'on peut discuter. Il y a d'autres pays où la dette privée est monstrueuse, parce que les gens s'endettent pour mettre de côté pour leur retraite. C'est pour ça qu'il faut rééquilibrer. Les impôts, c'est comme les champignons. Il y en a des mauvais et il y en a des très très bons. Et donc je pense qu'une taxe sur les milliardaires, c'est une bonne idée. Je pense qu'une taxe sur la spéculation, c'est une bonne idée. Donc modifier le cadrage global de l'imposition. Donc proposer au moment où on propose une taxe sur les milliardaires, proposer une baisse. Alors attendez. Aider les artisans, aider les créations. Mais pour l'instant, c'est pas avec ma voix un peu. Non, on en profite. On en profite. Faut pas être faible en France, mon grand. Non mais merci, mon grand. Le fait est que la créativité fiscale dans l'Assemblée nationale au moment de la discussion de loi de finances amène le gouvernement à dire c'est rien. Niet. On bouge rien. On ne bouge rien. Et on bouge rien. Non, il baisse. C'est pas qu'il. Non, c'est qu'il baisse les impôts. Oui, il baisse les impôts sur les plus riches et sur les Pierre, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, ensemble, ce consensus ? Quand l'impôt sur les sociétés baisse, son rendement augmente. Ça, c'est faux. Non, mais si les entreprises ont plus de bénéfices, oui, mais en tant que tel, non. Débattre de ça. Bon, alors quelle solution ? Donc, quelle solution ? Comme il y a des amendements par milliers pour créer des taxes, la riposte du gouvernement, c'est dire niet. Et donc, effectivement, la réflexion qui pourrait être intelligente, consistant à dire on va les augmenter sur certains postes et les baisser sur d'autres, ça c'est du discernement. Et je crains, quand on regarde les débats parlementaires ces derniers jours, que la capacité de discernement de cet hémicycle est assez limitée. Pardon. Et je trouve que l'efficacité du travail parlementaire est limitée. Je le dis alors que je reçois beaucoup de députés que j'aime beaucoup, mais je le dis. Je reprends deux exemples concrets. Quand Joe Biden dit dans tous les pays on a besoin d'argent et pour éviter l'évasion fiscale des grands groupes, on va mettre un taux minimum dans le monde entier à 21%. Joe Biden propose un taux minimum à 21% pour les entreprises qui font des bénéfices. Quand les Allemands disent OK, très bonne idée 21%, la France dit non. C'est le gouvernement français qui dit non. Quand le Parlement européen demande une taxe sur la spéculation, les autres pays sont d'accord et c'est la France qui bloque. Vous l'avez déjà dit. C'est Bruno Le Maire. Pierre, 21%, d'accord ? Mais 21% appliqué dans quel pays ? Mais quand Fabrice est dans tous les pays, au niveau mondial, pardon. Oui, mais dans l'ensemble de pays. Regardez la souveraineté des pays. Non, mais justement, c'est un accord international. C'est un accord Qui a signé cet accord international ? Est-ce que vous croyez que les pays... La réponse est oui, pardon, Jean-Jacques. Pierre, pardon. Mais est-ce qu'un pays qui est un paradis fiscal va dire... Justement, c'est pour ça, c'est pour dire que quand les États-Unis tapent du poing sur la table, quand les États-Unis et l'Allemagne... Mais ils l'ont fait, le Parlement européen a taxé les GAFAM. Et donc justement, Jean-Jacques, c'est la question du rapport de force. Si tout le monde continue à dire on baisse les impôts, tout le monde continue. Mais quand des grands pays comme les États-Unis ou l'Allemagne disent on va crever parce qu'on n'a plus assez d'argent pour les retraites, pour les hôpitaux, pour la recherche, il faut ce taux minimum à 21, et bien si la France, si le gouvernement français, si Macron et Bruno Le Maire avaient dit OK pour 21%, on aurait pu avoir un accord dans tous les pays du monde pour un taux à 21%. Et comme la France a gagné la négociation. On est en Europe et en Europe il y a des paradis fiscaux. Oui, mais justement, la question est de savoir comment est-ce qu'on limite, comment est-ce qu'on crée le rapport de force, comment est-ce qu'on, excusez-moi, mais Nicolas Sarkozy avait supprimé 5000 postes à Bercy de ceux et celles qui sont payés pour lutter contre l'évasion fiscale. Et si vous coupez 5000 postes, évidemment, il y a moins de moyens pour lutter contre l'évasion fiscale. Donc il n'y a pas de baguette magique. Même au niveau européen, il n'y a pas de baguette magique. Mais il y a des pays dans l'Union européenne qui sont des paradis fiscaux. Eh bien, est-ce qu'on lutte contre ça aussi et le fait d'avoir un taux minimum d'impôt sur les bénéfices, c'est une façon de lutter efficacement. Écoutez, je suis député que depuis 3 ans et la France bloque les réformes que je demande. La France bloque. Qui a poussé sur la taxation des GAFAM et on attend encore qu'effectivement il y ait cette taxe de l'OCDE. Je trouve que vous êtes un peu caricatural sur la question de savoir. Ce qui est marrant, c'est qu'une taxe à 20%, en fait, ça revient à ce qu'étaient taxées les entreprises et les particuliers au début du XXe siècle, en fait. Donc c'est très marrant que ce soit la norme, alors qu'aujourd'hui on est
beaucoup plus que le double en réalité. Aujourd'hui, on doit être, je crois, à 53% de prélèvements obligatoires en France. Il y a Peut-être beaucoup, que je me trompe, il y a beaucoup de cotisations sur les personnes, mais sur les grandes entreprises, non. Il me semble. Alors, sur les grandes entreprises, on est entre 4 et 10%. Est-ce que les grandes entreprises sont proportionnellement plus taxées que les particuliers? Elles sont beaucoup moins taxées. C'est l'enjeu de la négociation internationale. Là, on est en train de se discuter sur une petite réforme des retraites. Mais on n'a pas eu de gros débats sur justement la politique fiscale en France depuis des décennies. En réalité, le seul impôt sur lequel on s'est tous engueulés, c'est l'impôt sur la fortune. Alors ça, depuis 1980 et 82, ça a été la guerre sociale pour savoir on le faisait. Et on y revient aujourd'hui. Ça représente 2 milliards. Ouais, mais on y revient encore aujourd'hui quand on dit qu'on veut une taxe sur les milliardaires. En réalité, c'est de ça dont on parle. C'est un impôt sur la fortune modifiée. En réalité, c'est ça. Pardon, encore une fois, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas une baguette magique. Mais si on a en même temps la taxe sur la spéculation, ça n'est que 0,1%, mais on aurait 57 milliards. Si on fait comme l'Espagne, une taxe sur les super profits des banques et des sociétés d'énergie, on aurait 7 milliards par an. Si on fait comme les États-Unis, la taxe sur les rachats d'actifs, sur les rachats d'actions, eh bien, ça va leur faire 70 milliards sur 10 ans. Donc, il n'y a pas de baguette magique. Et un impôt, si on mettait un impôt trop fort, ça tue la bête. Mais un impôt de 0,1%. Et là, vous trouvez des moyens pour aider les artisans, vous trouvez des moyens pour faire la rénovation thermique. Si on a cet argent, on peut faire la rénovation thermique et les gens paieront moins de charges et on crée 200 000 emplois dans le bâtiment. Les taxes, mais est-ce que quand même il y a autre chose que les taxes, Pierre? Il y a les taxes. Pour créer de la richesse. Non mais pardon, c'est quand même quelque chose. Il y a quoi? Mais enfin, attendez, les entrepreneurs, la dynamique entrepreneuriale, les 200 000 emplois dans le bâtiment, les 15 000 emplois qui sont créés. Je viens de dire qu'on va créer 200 000 emplois dans le bâtiment si on a une vraie politique de rénovation thermique. Grâce aux recettes des taxes. Pardonnez-moi, c'est pas la seule. Il veut que notre pays puisse tenir le coup dans un moment très difficile. Merci, c'était Merci. 11h56. Merci tous les trois d'être venus nous voir. C'était passionnant, très intéressant. Et c'est vrai qu'un débat sur la politique fiscale serait nécessaire. On est bien d'accord dans ce pays. Il est 11h56. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, parlons de l'actualité. François Gémen est avec nous dans un instant. C'est le spécialiste, vous le connaissez évidemment, spécialiste des questions environnementales et de migration, enseignant à Sciences Po et à l'Université libre de Bruxelles. Il publie L'écologie n'est pas un consensus chez Fayard. L'écologie politique ne s'impose pas. Pourquoi cette force politique n'est pas dominante? Pourquoi? Vous avez votre avis sur la question? 0826 300 300. Nous allons parler de tout cela avec François Gémen au moment où Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, veut refonder l'écologie en France. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a des travaux qui sont engagés. Nous allons parler de tout cela avec François Gémen. Mais il y a un débat. Il y a un débat qui depuis hier, s'est installé un peu sur les réseaux sociaux. Oh, ça ne va pas durer bien longtemps, mais hier, l'Assemblée nationale a finalement rejeté une proposition socialiste de repas à 1 euro pour tous les étudiants. Félix Mathieu, faisons le point sur ce débat. Oui, à l'heure actuelle, ces repas à 1 euro sont réservés aux boursiers ou alors aux étudiants précaires. Les autres payent leur repas 3,30 € au resto universitaire. Dans un premier temps, la gauche avait crié victoire à l'occasion de cette niche parlementaire du PS. Sa proposition de repas à 1 euro pour tous les étudiants avait été adoptée de justesse, sauf que la majorité macroniste a battu le rappel des troupes dans l'hémicycle pour faire échec à cette mesure. 7 députés LR sont également venus voter contre, mesure finalement rejetée à 1 voix près lors du vote final. 184 voix contre, 183 pour. Le gouvernement dénonçait une mesure démagogique à 90 millions d'euros, mesure injuste car elle aurait aussi profité aux étudiants issus de milieux favorisés. En réponse à quoi le président des députés PS, Boris Vallaud, déplore le rejet d'une mesure censée permettre, selon lui, je cite, que tous les étudiants puissent manger à leur faim. Oui, les repas à 1 euro sont réservés aux boursiers ou aux étudiants précaires. Il est 12h07. Merci d'être avec nous. François Gémen est là dans 3 minutes. Allez, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. C'est un plaisir de recevoir François Gémen ce matin. Bonjour François. Bonjour. Vous allez bien? Plaisir partagé, Jean-Jacques. Bon, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. Vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. Vous êtes aussi à l'Université libre de Bruxelles. Vous publiez L'écologie n'est pas un consensus chez Fayard. Nous allons parler d'écologie et de migration puisque vous êtes un spécialiste des questions environnementales et des questions migratoires, François Gémen. Alors, première chose,
votre livre est clair, l'écologie politique ne s'impose pas. Pourquoi est-ce que l'écologie politique ne s'impose pas, François Jabbour? C'est vrai qu'on peut se demander au fond, les circonstances devraient y conduire. On parle des rapports du GIEC. Les gens qui nous écoutent voient bien autour d'eux que le climat est en train de changer. Il faudrait être aveugle ou vivre dans une grotte pour ne pas le voir. Et pourtant, l'écologie politique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui fait que les gens ne sont pas emballés. Ça fait des résultats électoraux quand même relativement. Moi, j'aurais dit minable. Vous êtes trop gentil en disant moyen. Oui, c'est assez minable. Non, mais c'est vrai. Et je crois que ça tient largement au fait que, d'abord, les gens sont sensibles à la question du changement climatique. Aujourd'hui, 85% des Françaises et des Français se disent préoccupés, tracassés par le changement climatique. Mais je crois qu'ils le voient encore comme une cause, comme la faim dans le monde ou comme les droits humains, des choses auxquelles ils sont sensibles, mais qu'ils ont l'impression que leurs intérêts directs ne sont pas mobilisés. Qui ne sont pas concernés directement. Qui ne sont pas concernés directement. Et puis, lorsqu'on leur en parle, on le présente toujours comme une suite d'efforts à fournir, de sacrifices à consentir, comme une sorte de contrainte qui nous tomberait dessus. Et forcément, personne n'a envie de se plier à la contrainte. On ne parvient pas à en faire un vrai projet politique qui mobiliserait les gens. Oui. Mais pourquoi ? Parce que c'est le constat. Mais pourquoi, selon vous ? Parce qu'on a une vision assez nette du monde vers lequel on ne voudrait pas aller. C'est celui qui est décrit dans les rapports du GIEC, c'est-à-dire un monde ravagé par les impacts du changement climatique, où la biodiversité aurait disparu. Donc on voit bien ce à quoi on voudrait bien échapper. Mais on n'a pas de vision claire du monde à mettre en face, c'est-à-dire vers quel monde est-ce qu'on voudrait aller. Et quand on cherche à développer un récit, un imaginaire de cela, on est coincé entre deux imaginaires. D'un côté, un imaginaire un peu techno-futuriste à la Elon Musk, où on serait tous dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre. Ça en fera rêver certains, mais ça parlera pas à la majorité de la population. Ou alors un imaginaire un peu écolo-naïf, où on ferait tous du vélo, où on serait tous rationnés sur certains éléments de conscience. Et où là, on n'a pas envie non plus. Est-ce que l'activisme de certains écologistes militants dessert la cause environnementale? Je pense que ça risque effectivement de couper de la cause environnementale une partie du public qui est pourtant sensible à ces questions, mais qui ne va pas du tout se reconnaître dans du militantisme un peu radical et spectaculaire. Et on risque effectivement de s'aliéner une partie de la population qui ne va pas vouloir être associée effectivement à ce type de militants. Et je crois surtout en fait que ce type d'action choc, même si je peux comprendre la colère, le ressentiment des militants, je pense en fait que c'est des trucs du passé. C'était quand il y a 10 ans, quand il fallait encore sensibiliser les gens à la question du changement climatique. Aujourd'hui, les gens ils sont sensibilisés. C'était les faucheurs à l'époque anti-EGM. Où il fallait effectivement attirer l'attention sur les EGM. Mais aujourd'hui, les gens ils sont sensibilisés. José Bové avec le McDo. Par exemple, où il y en a eu plein d'autres. Et ça a été très utile à une époque. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens voient bien que la maison est en feu. Et j'ai envie de dire, ça sert plus à rien de se mettre au milieu de la rue et de crier au feu. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on leur montre comment on éteint l'incendie, comment on va faire pour aider les pompiers. Et je crois que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Oui, mais comment on va faire pour éteindre l'incendie et pour aider les pompiers, mais sans obliger, punir le citoyen lambda, qui lui, citoyen lambda, a du quotidien à vivre, quotidien à vivre. Et c'est pour ça que je crois qu'on a tort de présenter la chose comme une suite d'efforts à fournir, parce que les gens ont l'impression que c'est toujours les mêmes qui payent. Et qu'on demande toujours même de faire des efforts, et que par ailleurs, il y a aussi plein de gens qui sont complètement hors sol et qui participent pas du tout à l'effort collectif, que ce soit des jets privés ou toute une série d'autres comportements qui aujourd'hui paraissent complètement aberrants par rapport à l'effort collectif à réaliser. Donc une vraie question d'équité et une question de projet et de récit. Mais ça, dans les mouvements politiques écologiques, c'est vrai que ce discours que vous donnez, on l'entend peu. Malheureusement, on l'entend peu. Je pense que c'est une raison de leur échec et de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est de la politique avant tout, c'est la politique politicienne avant tout, ou parce que beaucoup sont convaincus de ce que vous dites. Je pense que la plupart des gens, qui nous écoutent, sont convaincus de ça et qu'aujourd'hui sont en attente qu'on dise qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement, comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on met la société en mouvement. Et le problème, à mon avis, c'est que beaucoup des solutions aujourd'hui pensées pour lutter contre le changement climatique sont pensées par une population très aisée, et ce sont des solutions pensées par des aisés pour des élites. Par des élites, pour des élites, et qui en fait sont un peu détachées des réalités quotidiennes des gens et des besoins quotidiens que les gens doivent assumer. Oui, d'où les problèmes d'incompréhension entre une forme comment on dit, d'urbain,
qui vont à la campagne et qui ne comprennent et que les ruraux ne comprennent pas. Je vous donne l'exemple des pistes cyclables aujourd'hui à Paris. Alors voilà, on pensera ce qu'on veut des pistes cyclables, c'est pas le débat. Mais ce sont des pistes cyclables qui sont faites dans l'hypercentre urbain et qui sont destinées aux gens qui habitent déjà Paris et qui donc a priori n'ont pas besoin de leur voiture. Mais par contre, quand vous habitez la Courneuve, Aubervilliers ou Nanterre, que vous n'avez pas de solution de transport en commun, que vous devez prendre votre voiture, ben vous allez vous dire, ben moi je suis coincé parce que non seulement je dois prendre ma voiture, je fais face à de plus en plus de restrictions, d'interdictions, à une fiscalité de plus en plus lourde, et on fait comme si c'était moi le responsable de la pollution et du changement climatique. L'enjeu aujourd'hui, c'est pas juste de faire des pistes cyclables à l'intérieur de Paris pour des gens comme vous et moi qui allons de temps en temps faire du vélo plutôt que de prendre le métro ou de marcher, mais l'enjeu c'est de faire des pistes cyclables pour que les gens qui sont contraints aujourd'hui d'utiliser leur voiture puissent aussi faire du vélo. Ben évidemment. Évidemment, mais cette réflexion-là, c'est vrai qu'elle avance peu. Et elle avance très peu. Parce que c'est votre livre, c'est la réflexion qui est au cœur de votre livre. Il y a un autre débat, d'ailleurs j'ouvrirai le débat lundi, mais je souhaitais vous interroger dessus. C'est celui qui concerne l'agriculture. L'agriculture, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, soit on produit moins et on importe plus, soit on produit plus et on importe moins. C'est un peu l'équation malheureuse, mais elle est là. C'est une réalité. Bien sûr. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on raisonne uniquement en termes de quantité. Alors que la grosse question pour les agriculteurs, c'est comment est-ce qu'on leur garantit un revenu décent, comment est-ce qu'on leur garantit de pouvoir vivre de leur métier, voilà, c'est ça. Qui va être très touché par les impacts du changement climatique. Et aujourd'hui, on les encourage encore dans certaines cultures qui vont souffrir très fort de la question du changement climatique. Oui, mais on les encourage parce qu'il faut produire. Parce que si on ne produit pas, François Gemène, on va importer les mêmes légumes d'un autre pays qui n'a pas les normes environnementales imposées en France. C'est possible, mais on les encourage aussi parce qu'on n'a pas de vision prospective sur comment l'agriculture va se transformer et va être transformée par les impacts du changement climatique. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Alors, les conséquences de tout ça. Alors, les questions migratoires, parce que vous avez regardé le projet de loi présenté en Conseil des ministres par le ministre Darmanin. Vous êtes vraiment un spécialiste des questions de migration. Qu'en pensez-vous? Franchement. Franchement, je dirais qu'il y a... D'abord, c'est, je crois, le 28e ou le 29e projet. C'est-à-dire que cette question de l'asile et migration, on est toujours... Chaque ministre se sent obligé de porter une réforme qu'il annonce comme une réforme décisive qui va tout transformer. Et en fait, on touche à quelques leviers de façon marginale. Et on voit bien que c'est un problème qu'on ne parvient pas à penser vraiment politiquement. Alors, dans cette réforme, si on regarde ce qu'il y a, il y a quelques trucs qui sont plutôt positifs. La reconnaissance, par exemple, que l'économie a besoin de main-d'œuvre immigrée et il y a des solutions parfois très pragmatiques qui sont mises en œuvre. Et puis, malheureusement, il y a d'autres solutions qui vont aboutir à une restriction des droits, simplement, notamment des droits de recours, etc. Et donc, on est beaucoup dans une logique, je trouve, carcérale qui n'est pas suffisamment pragmatique et qui est détachée de la réalité. Est-ce qu'on va faire face à des vagues migratoires importantes? J'ai lu des journaux qui titraient, attention, vagues migratoires au printemps, importantes et tout dans les pays d'Europe. C'est vrai ou pas? Alors, est-ce qu'il y a cette inquiétude? Est-ce qu'elle est juste, cette inquiétude, ou pas? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que effectivement les chiffres de l'immigration ont augmenté l'année dernière? C'est vrai, c'est qu'il y a eu plus de permis de travail délivrés aux étrangers, c'est-à-dire que l'immigration économique est en hausse. Ça veut dire qu'on en a besoin. Et donc ça veut dire qu'on en a besoin. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie. Et l'immigration des étudiants est en hausse. Ça veut dire que nos universités sont plus attractives que par le passé. Et donc, il ne faut pas regarder juste le chiffre. Il faut se demander aussi pourquoi est-ce que les gens viennent. Si les gens viennent pour travailler ou pour étudier, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour le pays. Ça veut dire que le pays est plus attractif qu'il ne l'était avant. Et donc, je crois qu'il faut complètement dépasser les chiffres et se dire, sur la question de la gestion des flux migratoires, comment est-ce qu'on fait pour avoir de vrais partenariats avec les pays qui envoient des migrants, les pays par lesquels les migrants transitent. Aujourd'hui, on les considère comme des sortes de sous-traitants qui forcément renaclent à reprendre chez eux les déboutés du droit d'asile, qui ne parviennent pas à lutter vraiment contre les passeurs et les trafiquants, et c'est un vrai sujet, alors que si on avait vraiment une gestion intégrée à la fois européenne, mais avec les pays de départ et de transit de ces migrations, on pourrait avoir une gestion des migrations beaucoup plus apaisée. Vous savez bien qu'il est très très difficile aujourd'hui de discuter avec certains pays, et je pense notamment aux pays d'Afrique, de l'Afrique subsaharienne, où aujourd'hui la France est éjectée de ce monde-là. Éjectée de ce monde-là. Alors on fait comment ?
Absolument. Et il faut reconnaître que c'est très compliqué. Hein. Je ne suis pas en train de dire c'est facile et ça va se faire en un claquement de doigts. Évidemment, plus ces pays sont en difficulté, plus ça encourage certains de ces pays à fuir le pays et à chercher autre chose, un faux Eldorado dans nos pays occidentaux. Et plus nous allons piller les ressources de ces pays, comme on le fait aussi aujourd'hui pour le moment pour la transition énergétique, plus les gouvernements de ces pays vont dire, écoutez, vous voulez de coopération sur la question de l'immigration, allez vous faire voir. Oui, parce qu'on les pille pour des raisons environnementales. Mais souvent. bien entendu, c'est ça qui est terrible. Pour notre transition énergétique, nous utilisons des matériaux dont ils vont eux-mêmes avoir besoin pour leur propre transition énergétique. Et c'est-à-dire qu'on leur reprochera demain d'utiliser des énergies fossiles et de réduire à néant nos efforts parce qu'ils n'auront plus les matériaux qui leur permettraient à leur tour de faire cette transition énergétique. C'est là où c'est là où le bel baisse. C'est un cercle vicieux. Notre relation avec les pays du Sud est fondamentalement viciée. Et moi, je comprends que ces pays du Sud disent maintenant ça suffit l'Europe. Vous allez cesser de nous dire exactement comment on doit faire, comment on doit se développer ou comment on doit gérer nos populations. Il faut arriver à de vrais partenariats et c'est pour ça, j'en reviens à la question climatique, que l'accord de la COP27 à Sharm el-Sheikh, le grand sommet de l'ONU sur le climat, est très important parce que pour la première fois, on dit aux pays du Sud, on reconnaît notre responsabilité dans les impacts du changement climatique qui arrive chez vous et on s'engage à vous indemniser. C'est très important politiquement. Et il y a eu quelques idiots qui ont dit en France, cette COP est un échec, ça marche pas, etc. Il faut reconnaître que c'est un grand succès pour les pays du Sud et ça, c'est très important. Et si on veut, dans un monde où on va être de plus en plus connectés les uns aux autres, notre futur climatique se décide pas juste à Paris ou à Bruxelles, mais se décide aussi à Washington, Pékin, Delhi, Jakarta ou au Caire, on va être de plus en plus connectés les uns aux autres. Et donc, il faut trouver des manières de travailler avec les autres comme des vrais partenaires et pas comme de vulgaires sous-traitants. Oui, et la relation climat-migration va être une relation... va être de plus en plus importante. De plus en plus importante, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, pas sur la planche. Soyons clairs, une bonne partie des migrants dits économiques qui arrivent en France, qui viennent du Sénégal, de Guinée ou de Côte d'Ivoire, mais c'est des jeunes gens qui travaillaient dans l'agriculture. Et sauf que leurs familles ne parviennent plus à tirer de revenus suffisants de l'agriculture, donc les envoient à la ville. Là-bas, il y a des gangs de passeurs et de trafiquants qui vont les emmener vers l'Europe. On les appelle migrants économiques. On pourrait aussi les appeler migrants climatiques. Parce que quand vos revenus dépendent de l'agriculture, l'environnement et l'économie, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Je voulais avoir votre sentiment, ça n'a rien à voir, mais sur ce débat qui s'est installé en France autour des milliardaires et des très grandes entreprises, des profits réalisés. C'est la semaine des profits annoncés par les très très grandes entreprises du CAC 40. Vous en pensez quoi de ce débat? Ces milliardaires qui sont... beaucoup les critiquent, d'autres disent il faut être fier d'avoir ces milliardaires dans notre pays. Je pense que le débat est très mal posé. Je pense qu'en fait, le problème... c'est pas des milliardaires. Le problème, c'est pas que des gens soient potentiellement très très riches. Le problème, c'est que des gens à côté de ça soient très très pauvres. Et le problème, c'est que les gens qui sont très pauvres, ils ont envie de devenir milliardaires à leur tour. Et ils ont envie, logiquement, d'être très riches à leur tour. Le problème, c'est un problème de justice fiscale. Et c'est un problème d'équité. C'est-à-dire que si les milliardaires payent leur juste part à l'effort collectif et à l'impôt. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Si chacun contribue dans la mesure de ses moyens au projet collectif, le problème des milliardaires aujourd'hui, c'est que la plupart ne doivent pas leur fortune à leur travail, mais globalement à leur héritage familial. Donc, c'est pas du tout quelque chose pour lequel ils ont travaillé. Et que d'autre part, la plupart essayent de s'extraire à l'impôt, vont s'expatrier fiscalement, etc. Ils vont trouver 1000 et une combines pour ne pas participer à l'effort collectif. Et donc moi, la question des milliardaires, en fait, c'est pas une question de l'existence même des milliardaires, c'est une question de justice fiscale. Et à mon avis, il faut poser la question par le biais de la justice fiscale. Par le biais de la justice fiscale, oui, c'est la solution. Si des gens sont milliardaires en payant leur juste part à l'effort collectif, tant mieux pour eux. Oui. Qu'est-ce que j'en reviens à l'écologie, à ces problèmes. Pourquoi est-ce qu'on tourne en rond? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas d'une manière pragmatique à évoquer les questions écologiques et en France et ailleurs dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Mais je ne comprends pas. Parce que, je pense, on n'est pas suffisamment pragmatique. Et on est toujours en train de s'abriter dans des grandes postures morales, et idéologiques, de changement du système, etc. Moi, je suis scientifique et donc je me méfie toujours un peu de ces grandes postures morales et idéologiques. Je constate qu'on a très peu de temps pour agir et qu'il faut agir maintenant. Et donc, il faut regarder c'est quoi les leviers à actionner, où est-ce qu'on peut réduire concrètement nos émissions de gaz à effet de serre, où est-ce que ça va coûter le moins cher
Et je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à une vision beaucoup plus pragmatique de cela. Et associer les populations. Associer les populations. Et les entreprises et les municipalités. Moi, quand je vois les grands changements dans la société, j'aime pas quand on dit il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui va dans le bon sens. Je vois la société française qui change. Mais où est-ce qu'elle change? Elle change dans les entreprises, dans les collectivités, dans la société civile. Et les gens sont toujours en train d'attendre trop du gouvernement. Oui. Moi, vous le savez, je suis né en Belgique. Et donc en Belgique, on passe régulièrement plusieurs années sans gouvernement. Et donc ça permet quelque part de modérer un peu nos attentes par rapport à ce que les gouvernements peuvent apporter. C'est vrai que vous avez souvent, vous êtes souvent privé de gouvernement en Belgique. Et ça change souvent. En plus, ça n'empêche pas la société de tourner. Hein. Mais exactement. Oui, mais c'est terrible ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'eux. Bon, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin du gouvernement. On a besoin d'une administration, etc. Et le gouvernement donne des grandes impulsions. Mais arrêtons de tout attendre du gouvernement. Le gouvernement ne pourra pas remplacer l'action de la société. Et la bonne nouvelle, c'est que je crois que la société se met en mouvement et qu'elle a besoin d'être encouragée, plutôt que d'être sans cesse un peu rabâchée avec l'idée que rien ne se fait, qu'on ne va pas y arriver. Moi, je crois qu'on peut y arriver. Merci François Gemène. Je rappelle le titre de votre livre, L'écologie n'est pas un consensus. C'est aux éditions Fayard. Merci de nous avoir accompagnés. Jean-Jacques Bourdin. Merci de nous avoir accompagnés, André Bercoff.